Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, drame de Tivaouane, 2 agents déférés au parquet de Thiès. Les syndicalistes contestent la décision. Pour le secrétaire général du SUTSAS, les autorités ont cédé à la clameur populaire. Dans cette affaire, 12 anomalies ont été détectées par le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité. Les installations électriques du service de néonatologie de l'hôpital étaient truffées d'imperfections. On vous explique tout dans cette édition. À la une également, l'ouverture à Dakar du premier forum sur l'intégration économique, une rencontre régionale pour relever le défi de l'industrialisation du continent noir selon les organisateurs. Et puis, célébration de la journée mondiale contre le tabac, la Ligue sénégalaise contre le tabagisme plaide pour une augmentation des taxes sur la cigarette. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Drame de Tivaouane, une aide infirmière et une sage-femme déférées au parquet de Thiès ce midi. Elles sont poursuivies pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour le secrétaire général du SUTSAS, les autorités ont simplement cédé à la clameur populaire. Les syndicalistes ont voulu s'opposer à ce déferment. Chersek, que voici ce midi devant le commissariat urbain de Tivaouane. Nous l'écoutons avec notre équipe à Thiès. Bon, le premier plan d'action, moi à mon niveau, c'est la décision, parce qu'on vient tous de coordonner, de sortir d'une réunion. Et la décision qui a été prise par les travailleurs qui sont dans tout le département de Tivaouane, c'est d'arrêter toutes les activités jusqu'à ce qu'on libère leurs camarades. Je vous ai dit tout de suite, je viens tout juste de recevoir des informations de la convocation d'une réunion d'urgence du collectif. Même si c'est en virtuel, c'est pour prendre une décision. Le niveau national prendra une décision. Je ne veux pas anticiper, mais on ne fera pas moins que ce que les gens là sont en train de faire. Parce que si on continue, nous tous, nous allons aller en prison. Et nous ne sommes pas prêts à aller en prison. Sinon, nous allons laisser ce métier. Pour établir la culpabilité d'un décès ou de la mort de quelqu'un, il faut impérativement nous dire le certificat de genre de mort. Les enfants sont morts tout simplement parce qu'il y a une brûlure, ou bien ces enfants sont morts par asphyxie. Si ces enfants sont morts par asphyxie, c'est parce qu'impérativement ils ont inhalé beaucoup de gaz carbonique. Où est-ce que c'est venu ce gaz carbonique? C'est parce qu'il y avait des fumées. Les fumées, c'est quoi? C'est le feu. Qu'est-ce qui a déclenché le feu? Ce sont des mauvaises installations. Donc en quoi une sage-femme ou une infirmière est coupable par rapport à sa situation. Et pendant ce temps, les parents des victimes de l'incendie seraient en détresse psychologique. Ils ont demandé une prise en charge à la ministre de la Femme et de la Famille qui les a rencontrés. Reportage Charente Diop, c'est la tire. Les parents de ces victimes, pour la plupart, habitent dans les villages les plus reculés du Cayor, Nargitala dans la commune de Koul, Ker Assenbay, Darokhodos, Ngaï Méré et Mérina Dakar. Des familles en deuil ont accueilli à bras ouverts le ministre de la Femme et de la Famille, Ndaï Sali Diop. Lamine Diallo de Mérina Dakar, un des parents des victimes, est très attristé. Il a perdu son bébé, mais il s'en remet à Dieu. Vraiment avec beaucoup de sérénité. Comme nous sommes des croyants, lorsqu'elle a appris, elle s'est revenue comme tout musulman. Nous prions encore une fois qu'il aura d'autres bébés qui restera, Inch'Allah. Le ministre de la Femme et de la Famille tient à exprimer toute sa vive compassion aux familles de ces martyrs et estime que leurs mamans ont besoin de plus en charge psychologique. Les 11 familles des victimes seront visitées par l'ensemble de mon département. Je suis venu avec une forte délégation de tout le département ministériel dont j'ai la charge. La famille d'abord, parce que ce sont les familles qui sont victimes, mais aussi tout le dispositif de protection des enfants et pour partager la douleur avec les familles. Et je pense que l'essentiel a été déjà fait. Au niveau de mon département, nous avons des assistantes sociales qui sont venues avant moi. Elles étaient là hier pour parcourir en fait, tous les villages et les recoins où il y a eu des victimes, pour d'abord les entendre, les soutenir et pour poursuivre en fait la prise en charge, parce que la prise en charge n'est pas ponctuelle, ça se fera en long terme. Ça a été un long périple jusqu'au tard dans la nuit. Tous les parents des victimes ont reçu la visite du ministre de la Femme et de la Famille.
Cher Anta, il est clairement désormais établi qu'un court-circuit est à l'origine de cet incendie. C'est une révélation du COSUEL, le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité, qui a détecté 12 anomalies sur les installations électriques de l'hôpital, des installations électriques truffées d'imperfections. Le COSUEL a transmis son rapport à la division des investigations criminelles. Explication Aminata Baresso. C'est un rapport qui est produit par le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité. Ce rapport sur les installations électriques du service néonatologie de l'hôpital Mam Abdou Aziz révèle qu'un court-circuit est à l'origine de l'incendie. Un incendie qui a tué 11 nouveau-nés. Dans les fouilles du COSUEL, plusieurs défaillances, des anomalies relatives entre autres à l'absence de schémas électriques, au non-respect des sections de câbles, un coffre électrique non entretenu, des disjoncteurs au nombre de 3 tous défectueux, l'absence d'interrupteur général différentiel pour les circuits de prise de courant, des calibres de disjoncteurs non conformes et l'absence d'un dispositif anti-foudre, en plus d'un accès difficile au coffret. Le rapport, daté du 29 mai, a été remis à la division des investigations criminelles et selon toujours nos confrères du quotidien Libération, la division des investigations criminelles est en train de s'orienter vers les conditions de passation du marché relatives aux installations électriques du service néonatologie de l'hôpital Mam Abdou Aziz. Ce rapport donne ainsi une idée sur les installations électriques au niveau du service néonatologie de l'hôpital qui aurait participé à l'éclatement des installations électriques et qui a occasionné la mort de 11 nouveau-nés. Merci beaucoup Aminata, et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur cette affaire. L'actualité, c'est aussi cette alerte des pêcheurs de Mbour. 39 pirogues seraient arraisonnées en Guinée-Conakry ce week-end, des embarcations retenues par les autorités guinéennes pour pêche illicite et défaut de licence. Selon les pêcheurs, Conakry réclame une amende de 3 millions de francs CFA par pirogue. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Au total, 39 pirogues sénégalaises ont été arraisonnées ce samedi par les gardes-côtes de la Guinée-Conakry. Selon l'un des pêcheurs qui se trouve présentement en Guinée, chaque pirogue a au minimum à son bord 10 pêcheurs. Ces pêcheurs sont pour la plupart originaires de Mbour, Joal et Saint-Louis. Selon toujours notre source, après leur arrestation, les gardes-côtes ont saisi l'ensemble du matériel et ont débarqué les prises de poissons. Les autorités guinéennes ont fixé l'amende à 3 millions de francs CFA par pirogue, mais les pêcheurs sénégalais affirment être dans l'incapacité de payer ce montant. Certaines pirogues sont arrêtées pour défaut de licence et d'autres pour pêche illicite. Ces pêcheurs arrêtés dénoncent leurs conditions de vie en Guinée. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont actuellement à court de provisions. Les stocks qu'ils avaient à leur disposition sont épuisés. Ces pêcheurs comptent sur les autorités sénégalaises pour pouvoir récupérer leurs pirogues et rentrer au bercail. Merci beaucoup Abdourahmane. Alors maintenant, dans le nord, grogne des chauffeurs et transporteurs de la gare routière de Ourossogui, malmenés par une concurrence déloyale selon ces chauffeurs, concurrence déloyale de la part des clandestins qui squatteraient des arrêts en ville. Les transporteurs, face à ce constat, ont observé un arrêt de travail. Et tout cela avec Ali Bandelian et Lachli. Ils ont quitté les tableaux de différentes destinations le temps d'un arrêt de travail pour faire entendre leurs cris de détresse. Malgré le retour à la normale avec l'élection de nouveaux bureaux à la tête de la grande gare routière de Ourossogui, les transporteurs en commun souffrent d'une concurrence déloyale des clandestins. Ayant constaté une baisse drastique de leurs revenus, ils ont posé pour ce premier acte. Vraiment, avec le travail qui se trouve ici, on n'arrive pas à se voir comme il se devait. Le travail maintenant, on ne comprend plus la manière dont ça fonctionnait avant et maintenant ce n'est plus la même chose. C'est totalement différent. Tout ça c'est dû à les gens qui sont assis derrière notre père, Grand Tiya Echoe, celui qui est mort tout récemment. Que la terre lui soit légère. Et vraiment, on a beaucoup de difficultés ici à Ourossogui, surtout au niveau du transport. Et surtout nous aussi qui ont des voitures de location. Alors là, le travail que vous voyez ici, ce n'est pas comme avant. Maintenant, tout a changé.
Le politique qui était ici et le politique maintenant là, ce n'est pas la même chose. On est fatigué et maintenant on veut que le mouvement ça change. Un mouvement d'humeur soutenu par le président du regroupement des transporteurs de la grande gare routière de Ourossogui qui dénonce par la même occasion la sourde oreille des autorités locales. ñu joytu ko partout nag mënul régler ñu ne tey dañuy xëy taxaw dama cee kontaan te ànd ceeg ñoom di def transport am ñeneen ñuy def transport bu jaaduwul nekk ci biir dëkk bi ñu jaar fu ñu war a jaar yëpp te réglé wul kon ñoom bu ñu taxawee ne dañuy def arrêt de travail xeexuñu xuloowuñu yàquñu dara loolu képp kuy nit ku bëgg lu baax da nga ko war a rafetlu moo tax ma ànd ceeg ñoom vraiment bokk ak ñoom solidarité bi te kontaan ci trop garage bi ay yàqu-yàqu kese la du dafa bëri lépp ay yàqu-yàqu la garage bi piste bi baaxul collecteur bi baaxul toilette yi baaxul mbaaru boose yi bële baaxul garage bi li ci baax dañ koy wàññi fii li nekk ci li xale yi jooy fii kilifa bu ko yëgul ci région de Matam du ma ne amul de waaye bariwul ñaan naa leen ba ñu levé ko ñu commencé seen liggéey mais dañ ne ma fii ak le 10. Après ce premier arrêt de travail durant des heures, les chauffeurs et transporteurs de la grande gare routière de Ourossogui promettent de remettre ça si les autorités locales ne réagissent pas afin de réglementer le secteur du transport en commun. Du nord allant au sud, mouvement d'humeur des acteurs de la filière anacarde de la région de Ziguinchor. Ils ont arboré des brassards rouges et se sont rassemblés devant le port de commerce de Ziguinchor. Eux réclament la libéralisation de leur filière pour qu'ils puissent transporter les noix par camion. On voit tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Mantian. Plusieurs dizaines d'acteurs de la filière anacarde ont arboré des brassards rouges et organisé un rassemblement devant le port de commerce de Ziguinchor. Ils réclament ceci. Cette année, la production est estimée à plus de 90 000 tonnes pour un montant de 60 milliards de francs CFA investis uniquement par les opérateurs nationaux et internationaux dans les 5 mois que dure cette campagne. Malheureusement, cette projection reluisante risque d'être escamotée par certaines structures aidées en cela par l'exécutif régional et l'administration, ce qui constitue une infraction à la matière. Nous voulons rappeler au gouverneur que notre cher Sénégal a ratifié la charte de la CEDEAO prenant la libre circulation des personnes, des biens et des services en plus forte raison dans notre propre pays, le Sénégal. Le président national de l'interprofession anacardière a réagi au téléphone. Boubacar Konta apporte ses précisions. Et c'est une mesure que nous soutenons vraiment le ministère du Commerce à aller au bout de ses efforts dans cette mesure. Mais aussi rendre un grand hommage à un pilier de l'économie de la Casamance, à quelqu'un qui s'est vraiment forgé pour vraiment que l'économie casamançaise soit vraiment une réalité, qui est le gouverneur de la région de Ziguinchor. Quoi qu'il en soit, la filière anacarde fait désormais partie des plus pourvoyeuses d'emplois saisonniers dans la région de Ziguinchor. Merci Boubacar. Et l'autre grand titre de cette édition, ce mardi s'est ouvert à Dakar le premier forum sur l'intégration économique à l'heure de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, une rencontre régionale pour aider le continent à relever le défi de l'industrialisation selon les organisateurs du forum. Compte rendu Fadbintou Conté et Youssou Baro. Les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région sont très faibles. Même au niveau mondial, le continent africain occupe une infime part des échanges dans ce commerce mondial. L'Afrique n'échange pas avec l'Afrique. L'Afrique contribue peu au niveau des échanges mondiaux. L'Afrique, c'est 2% des échanges mondiaux, alors qu'un pays, ville, État comme Singapour, c'est 6% des échanges mondiaux, alors que l'Afrique a 1,3 milliard d'habitants, des ressources naturelles minérales également pratiquement illimitées, 60% des terres arables. Et dans 30 ans, l'Afrique, c'est 2,5 milliards d'habitants. D'où l'organisation ce mardi du premier forum sur l'intégration économique à l'heure de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, afin de permettre d'échanger sur les enjeux de l'intégration régionale. Comment améliorer, augmenter notre contribution au niveau des échanges mondiaux, mais surtout comment échanger entre nous, comment tirer profit de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale.
où beaucoup de défis restent à être relevés en ce qui concerne l'industrialisation, le consommé local, mais aussi les tracasseries routières, pour ne citer que cela. Maître mot, c'est l'industrialisation. Comment industrialiser de manière compétitive et comment monter au niveau des chaînes de valeur. C'est ça que chaque pays africain doit faire et le Sénégal est déjà d'arrache-pied, travail d'arrache-pied. Nous avons notre stratégie d'industrialisation qui a été validée. Nous avons des agropoles que nous sommes en train de créer pour pouvoir transformer notre production locale. L'environnement des affaires, nous avons différents projets et programmes financés par l'État et les partenaires pour assister nos PME, nos investisseurs, pour que nous soyons plus compétitifs au niveau des chaînes de valeur. La ZLECAf, un moyen d'intégration commerciale pour le continent qui va lui permettre tout aussi de s'ouvrir en mieux au commerce mondial. Le Sénégal et l'Union européenne ont d'ailleurs initié un dialogue afin d'approfondir les échanges entre le Sénégal et l'UE sur des sujets d'intérêt commun et de renforcer la coopération, notamment dans le domaine commercial. Écoutons la ministre en charge du commerce, Aminata Assome Diatta, avec Bintou Sarr. De cela quelques années, nous avions négocié avec l'Union européenne l'accord de partenariat économique que certains pays africains n'ont pas signé. Et donc aujourd'hui, ce que les pays africains souhaitent, c'est d'abord constituer un bloc très fort en Afrique pour développer les échanges entre pays africains. C'est ce qui a donné donc naissance à cet accord sur la zone de libre-échange continentale. Nous avons également abordé avec l'Union européenne la question liée à la délivrance des visas, surtout pour les fournisseurs de services. À l'OMC, nous avions en 2015 un accord sur ce qu'on appelle la dérogation de l'OMC sur les services. Et nous avons donc mis sur la table la préoccupation de ces fournisseurs de services qui ont du mal à obtenir ces visas pour accéder au pays. Et toute autre chose, parlons de la journée mondiale sans tabac célébrée aujourd'hui. La LISTAB fait un état des lieux de la mise en œuvre de la loi anti-tabac. La Ligue sénégalaise contre le tabac prône par exemple la hausse des taxes pour mieux lutter contre le tabagisme. On voit tout cela avec Habib Faye et Diafar Abba. Briquet et cigarettes à la main, Albert s'apprête à fumer une clope. C'est devenu une habitude chez lui en dépit de l'existence de la loi interdisant l'usage du tabac dans les lieux publics. Je suis vraiment content pour ce jour et je prie Dieu qu'il me donne la force d'abandonner le tabac. Interdit de fumer en public? Non. Albert et beaucoup de fumeurs sont conscients du danger que constitue le tabac sur la santé. La Ligue sénégalaise contre le tabac continue de tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que quand le produit est accessible à tout le monde, à toutes les bourses, chacun peut acheter. Donc tous les pays qui ont augmenté le prix du tabac, ont augmenté la fiscalité du tabac, ils ont vu automatiquement le nombre de consommateurs de tabac diminuer. C'est-à-dire que les fumeurs ont automatiquement ça a diminué. Tous les pays qui l'ont fait ont vu la courbe baisser parce que ce n'est plus accessible. L'Institut Psychodev Afrique mène le même combat avec la LISTAB. Les deux structures pointent du doigt l'industrie du tabac. Du coup, elles plaident pour la hausse de la taxe sur le produit. Quand vous augmentez la taxe, la résidence du tabac permet aux fabricants de diminuer sa marge tout simplement pour que le prix ne bouge pas. Un fonds spécial tabac pour la prise en charge des malades. Donc, l'utilisation serait justement de prendre en charge les maladies qui sont liées au tabac. Donc, autant il peut être facile de mobiliser ces ressources-là, autant leur sécurisation pour que ça puisse être utilisé pour le tabac, pour la santé, pour le contrôle du tabac, ça n'est pas évident. L'idée est agitée par ces organisations à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le tabac.
politique, irrecevabilité de la liste nationale titulaire de Yewwi et de la liste des suppléants de Benno. Alioune Tine invite à une meilleure régulation des instances politiques. Pour le fondateur de Africa Dome Center, les Sénégalais doivent être bien représentés au Parlement. Le voici avec Habib Faye. Réguler la situation politique dans les instances de l'Assemblée nationale, mais ils vont le faire dans la rue d'ici 2024. Quel type de situation nous allons vivre? Moi, je pense qu'il faut revenir et réexaminer quand même les problèmes réels que nous avons avec la question de l'éligibilité. L'éligibilité, ça doit être quelque chose, franchement, de relax, où le travail à la fois de l'administration et même du pour que effectivement que les Sénégalais se sentent bien représentés à l'Assemblée nationale, qu'ils se sentent tous représentés à l'Assemblée nationale et que personne ne se sente exclu de cette institution. Et puis dans le chapitre environnement, l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles devrait permettre de répondre aux besoins des populations sénégalaises en eau potable. Cependant, il existe des différends, notamment sur le plan environnemental. Explication Marcel Farbamarode. À l'étude depuis 2015, l'usine de dessalement de l'eau de mer sur le littoral des Mamelles a été financée suite à un prêt de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, à hauteur de 135 milliards de francs CFA. D'une capacité de 50 à 75 000 mètres cubes par jour, elle devrait être une véritable solution contre les coupures d'eau récurrents dans les pôles de Dakar, Thiès, Mbour, où les besoins en eau devraient presque doubler entre 2020 et 2035. Cependant, d'aucuns alertent sur les conséquences environnementales que l'usine devrait engendrer. Car une fois l'eau de mer transformée en eau potable, cette usine rejette de la saumure, de l'eau chaude, très concentrée en sel. Et si l'on se fie à un rapport de l'ONU publié en 2019, la saumure est un résidu nocif pour l'environnement et les écosystèmes marins. Le site officiel de l'usine informe d'ailleurs qu'au Mamelles, la saumure sera rejetée à 500 mètres du rivage. En 2017, les responsables du projet avaient publié un rapport de 430 pages écartant tout impact négatif de l'usine sur l'eau de mer. Avant la pose de la première pierre ce jour, les travaux de pose de la conduite principale ont eu lieu en septembre 2020. La mise en service de l'usine est prévue en 2025. Et puis la 6e édition du festival Nyumi Badia a vécu à Toubacouta. Cet événement transfrontalier permet de mieux vendre la destination touristique du Sine Saloum. Selon un bilan dressé par les organisateurs, les autorités gambiennes et sénégalaises ont plaidé pour la pérennisation de ce festival. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Des troupes de la Casamance, de Fatick et de la Gambie ont encore fait vibrer Toubacouta. Le festival transfrontalier Nyumi Badia connaît de plus en plus du succès. Il magnifie les relations fraternelles qui lient la Gambie et le Sénégal. Le Nyumi appartient autant à la Gambie qu'au Sénégal. C'est une ère transfrontalière riche de sa continuité culturelle qui charrie une forte charge de communion et d'universalisme, bravant ainsi les frontières héritées de la colonie. On parle Wolof au Sénégal, Socé, Alpulaar. On fait autant en Gambie. C'est certainement les territoires où les populations se retrouvent le mieux au monde, entre deux entités qui sont supposées être séparées par l'histoire. may xam ne aada dafa am solo ci dundi doomi aadama donc aada bi ñuy def ni festival yi day gën a dundal li nga xam ne moom la fi maam ñi bàyyi woon. Ce festival transfrontalier Nyumi Badia en est à sa 6e édition. L'événement est culturel, mais c'est une occasion de vendre la destination touristique Sine Saloum. Pour promouvoir les industries culturelles et créatives performantes, et mieux diffuser les produits culturels au plan national et international, les infrastructures et les plateformes culturelles, à l'image de cette initiative, seront davantage encadrées et soutenues par le ministère en charge de la culture pour accompagner le développement du secteur. L'autre raison de toute fierté que nous avons à contempler la place de ce festival sur l'agenda culturel national se mesure à l'aune de cette vérité incontournable qui fait du couple culture-tourisme le meilleur produit d'appel pour les milliers de touristes attendus au Sénégal. L'événement est également une occasion de montrer le savoir-faire culturel et artisanal des acteurs de la localité.
Merci beaucoup Aminata. Levée des prisonniers politiques, levée de l'état d'urgence, libération des prisonniers politiques, et levée de l'état d'urgence en vigueur depuis octobre 2021 par les autorités de transition. Le khalife général de la Faïda Tijaniya rehausse davantage la diplomatie sénégalaise. Le guide religieux a vu sa mission couronnée de succès au Soudan, particulièrement au Darfour. Voyons tout cela avec Ibrahim Makkan. Après plus de 10 jours en terre soudanaise, le khalife général de la Faïda Tijaniya devrait effectuer son retour ce mercredi au Sénégal avec le sentiment du devoir accompli. Dans un pays complètement déchiré par les violences tribales, sans parler de la crise politique qui a suivi le coup d'état militaire du 25 octobre, Cheikh Mohamedoul Mahi Niasse aura frappé un grand coup en hissant très haut la diplomatie sénégalaise. Dans son périple, principalement dans la région du Darfour, où plus de 200 personnes sont mortes durant le ramadan, le saint homme a réussi la prouesse de réunir les dignitaires de plus de 50 tribus en conflit pour leur demander de déposer les armes. Autre succès à mettre également au crédit du guide religieux, la levée de l'état d'urgence imposée depuis le 25 octobre 2021 par les militaires. Sur demande également de Cheikh Mohamedoul Mahi Niasse, les autorités du Conseil de transition ont également décidé de libérer tous les prisonniers politiques, une manière de consolider les accords de paix et de sécurité déjà signés. Au terme de sa mission, sous-tendue pour rappel par la paix et la stabilité au Soudan, le khalife de la Faïda a été reçu lundi par le chef du service de sécurité et de renseignement de la République du Soudan. Une audience lors de laquelle Cheikh Mohamedoul Mahi Niasse a été félicité du succès de sa mission par les autorités soudanaises. Et puis retenez que le chef de l'État Macky Sall sera l'hôte de Vladimir Poutine ce vendredi 3 juin, informe Jeune Afrique, soucieux cependant de préserver la neutralité dont il a fait montre depuis le début de la guerre en Ukraine en février. Il se rendra aussi à Kiev pour y rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky, précise le site du magazine africain. Et puis durant son séjour en Europe de l'Est, Macky Sall sera accompagné par Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'organisation panafricaine. Et puis en mot de sport, en foot, en direction des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, les Lions se sont entraînés pour la première fois au terrain annexe de Diamniadio. Iliman Ndiaye, l'un des nouveaux dans la tanière, loue l'état d'esprit du groupe. Cher Sadi Boudjara. C'est au terrain annexe situé à côté de Dakar Arena à Diamniadio que les Lions ont effectué leur deuxième séance de préparation du match face au Bénin de ce samedi. Parmi eux, les nouveaux, à l'instar de l'attaquant Iliman Ndiaye, ravi de son intégration. Ça allait être formidable, c'est comme une famille ici. J'ai jamais de pression, mais je pense que déjà qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique, déjà je devrais donner un boost pour essayer d'aller atteindre de nouveaux titres comme la Coupe du Monde, et voilà, on va pas rester là. Le sociétaire de Sheffield United en Angleterre, en dépit de son ambition personnelle, compte se fondre dans le collectif. Je pense pas à la concurrence, on est venu ici en équipe et chaque jour, à chaque fois qu'on nous donne l'opportunité, tout le monde va se mettre à fond pour atteindre ce qu'on va atteindre en fait. Mais voilà, moi c'est pas une question de concurrence, c'est juste se donner à fond quand on nous donne l'opportunité. Pour ses débuts en Afrique, Iliman Ndiaye s'attend à une bataille physique. Ici en fait, je pense que ça va être rapide. Ça va être, il y aura du physique, mais moi je suis un peu habitué à ça, donc je pense que ça va pas trop faire différence. Ça va être un match intense, je pense. Parce que déjà le Sénégal c'est l'équipe à battre, donc tous ceux qui jouent contre nous, ils vont tous venir et essayer de nous battre, mais nous on va se préparer bien. Espéré comme un renfort de choix pour l'équipe nationale du Sénégal, Iliman Ndiaye va avoir la chance d'effectuer ses premiers pas avec les Lions à domicile. Outre le match face au Bénin, le Sénégal va également, lors de la deuxième journée, recevoir, sur demande de son adversaire, le Rwanda, privé de stade homologué par la CAF.
Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Abdoulaye Ndoye du KISEM, c'est l'invité.